Un mot d'abord de la forme avec vous, Amélie. L'un des objectifs de ce déplacement, c'était de s'afficher sur le terrain, proche des gens, connecté au territoire. De ce point de vue-là, est-ce que c'est réussi ? Clairement, quand Emmanuel Macron il fait ce genre d'exercice, là, pour aller rencontrer les anciens salariés de Whirlpool, l'exercice médiatique, l'exercice de communication, il le réussit. Il est plutôt bon dans cet exercice au contact, justement. Déjà parce qu'il a toujours des phrases courtes quand il s'adresse aux gens qu'il a en face de lui. Et puis, il a une forme très combative. D'ailleurs, souvent, il serre les poings. On a l'impression qu'il est sur un ring et qu'il est prêt à se battre pour les gens. Il est très dans la proximité, il est assez bon. Et même sur le fond, c'est intéressant quand on écoute ce qu'il a dit. À un moment, il dit, je cite, « Je viens faire les revues de chantier ». Bon, on n'attend pas trop ça d'un chef d'État, de venir faire les revues de chantier, c'est plutôt les maîtres d'œuvre. Mais là encore, on a cet esprit très combatif qui s'ajoute à son langage corporel. Donc pour moi, le fait que derrière, il ait réussi à apaiser la situation montre qu'il a effectivement réussi son opération. Est-ce que vous lui reconnaissez une certaine forme de courage, Manuel Bompard, d'aller au contact de salariés qui sont en colère aujourd'hui ? Ouais, le président de la République, il a l'habitude d'aller sur le terrain. Moi, je trouve ça bien. Après, il le fait dans des circonstances toujours très particulières, où on boucle une ville pour empêcher qu'il y ait trop de contestations. Là, en l'occurrence, il est venu discuter avec des salariés, mais je lui en veux beaucoup. Je lui en veux beaucoup parce que ce qui s'est passé sur ce dossier qui est extrêmement symbolique, ça nourrit en fait, je crois, le désespoir et le fait qu'on ne croit plus dans les promesses des politiques. Parce que quand vous allez entre les deux tours de l'élection présidentielle, que vous dites aux gens, je vous oublierai pas, je vous abandonnerai pas, et que 2 ans et demi plus tard, en fait, il y en a 2/3 qui sont sur le carreau, avec des vies humaines qui sont brisées, avec des familles qui sont brisées, je crois que ça nourrit cette idée que finalement les politiques se déplacent, font de la communication, et qu'après ils suivent pas les dossiers et qu'ils s'en fichent un peu de comment ça se passe. Alors c'est vrai qu'il dit la reprise a échoué, et de ce point de vue-là sur la reprise, il fait un constat d'échec, Dominique David, en disant voilà, le projet de reprise a échoué, mais le combat se poursuit et je serai à vos côtés en fait. Oui, mais il dit aussi très clairement que en affaires, c'est pas parce que le président de la République est là, c'est pas parce que toutes les conditions sont il y a 2 ans réunies pour que cette reprise se fasse correctement que ça marche forcément. Et c'est malheureusement le fonctionnement des affaires. Est-ce qu'il a été naïf, comme lui dit un syndicaliste à un moment? Il lui dit vous avez été naïf, Monsieur le Président. Non, je pense pas qu'il ait été naïf. Il le dit d'ailleurs à un moment à une des personnes avec qui il s'entretient. Il dit toutes les garanties ont été prises. En général, les dossiers de reprise comme ça sont étudiés par la directe, par les ministères, etc. Enfin, c'est assez approfondi. Maintenant, l'industriel s'est mal comporté, le repreneur s'est mal comporté. Ça n'est absolument pas la responsabilité du président de la République, ni d'ailleurs des ministres. C'est la dure loi des affaires. Vous savez, moi j'ai repris une entreprise, je me suis fait avoir et j'étais obligée de déposer le bilan et j'ai tout perdu dans la reprise de cette affaire. Et pourtant, on avait fait des audits de long en large et en travers. On avait rencontré 50 fois le cédant. On a tout mis dans cette affaire-là et on s'est fait ramasser. Alors quand on écoute la dure loi des affaires. Quand on écoute les syndicalistes à la fin du sujet, on entend quand même faut arrêter les blablas, il nous faut des actes. On a quand même un décalage, Manuel Bompard, ou en tout cas une défiance vis-à-vis de la parole politique sur ce dossier. Bien sûr, pour la raison que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un engagement qui a été pris. Vous pouvez pas seulement répondre, madame, c'est la dure loi des affaires, parce que quand vous écoutez les salariés dans l'échange qu'ils ont eu avec le président de la République, ils vous disaient, il suffisait qu'une personne rentre 5 minutes dans l'usine pour se rendre compte qu'il y avait un problème parce qu'on démontait et on remontait la même voiture pendant 1 an. Alors là, il y a quand même eu une faillite quelque part dans le suivi de l'opération. Je vous rappelle quand même qu'il y a 4 millions d'euros de fonds publics qui ont été mis dans cette affaire de reprise. Et on se rend compte 2 ans après que... quasiment 99% qui sont aujourd'hui justifiés parce qu'ils ont été investis dans du matériel, dans le paiement des salaires, etc. Pour 80 salariés qui ont pu avoir un emploi... 180 000 euros, dossier qui a été confié à la justice d'ailleurs pour savoir où sont partis. Oui, mais vous reconnaissez que par rapport à l'objectif qui était affiché, qui était la reprise pour à peu près 300 salariés dans l'emploi, il y en a 80 qui en ont un aujourd'hui. Donc c'est pas seulement un échec, c'est un fiasco. Thierry Vedel, votre regard? Je crois que cet échec, comme d'autres précédemment, parce que c'est pas la première fois qu'un président se rend sur des sites industriels, parfois après une campagne électorale, pour reconnaître que finalement le projet industriel n'a pas fonctionné, qu'il y a toujours des gens qui sont laissés pour compte. Et finalement... Tout à l'heure, vous disiez il performe bien en termes de communication, mais qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Et vous voyez, l'ouvrier disait c'est encore du blabla. Et je crois que l'une des difficultés des politiques aujourd'hui, c'est que souvent, lors des périodes de campagne, ils font alors des promesses, mais ils font rêver. Et puis ensuite,
on s'aperçoit que la puissance publique n'est pas capable de mener à bien les projets qui sont annoncés. Et c'est ce décalage, je crois, qu'il y a un gros problème. Tous les espoirs qu'on met d'abord dans une campagne, ou les engagements qui sont pris, et puis l'incapacité grandissante, les difficultés de la puissance publique aujourd'hui à agir sur l'économie. Et aujourd'hui, on se rend compte, vous vous rappelez peut-être de ce que disait Lionel Jospin, il y a déjà de nombreuses années, l'État ne peut pas tout faire. Et les politiques semblent démunis aujourd'hui. Mais alors, est-ce que les engagements pris aujourd'hui ont plus de valeur quand Emmanuel Macron dit à ses anciens salariés, leur dit, on va vous suivre, on va vous donner des formations, faire un suivi psychologique. Est-ce que ça a plus de valeur que des engagements de campagne? Oui, je pense que ça a plus de valeur parce que le contexte a changé en 2 ans. Puisque la reprise industrielle est là, c'est-à-dire que les investissements industriels sont repartis en France. Pour la première fois depuis 2 ans, nous avons créé de l'emploi industriel. 27 000 emplois industriels ont été recréés sur le territoire. Et surtout, on se trouve aujourd'hui avec 50% des entreprises qui interviennent dans le secteur de l'industrie et qui sont en très forte tension en termes de recrutement. Alors, je connais moins bien ce dossier de Whirlpool à Amiens, mais j'ai suivi de très près sur ma circonscription, enfin à proximité, à Bordeaux, ce qui s'est passé autour de Ford à Blanquefort. Et je peux vous dire que ce qui se passe aujourd'hui est assez positif, puisque tous les salariés volontaires de Ford sont en train de suivre une formation pour pouvoir intégrer le secteur de l'aéronautique, où ils sont attendus avec beaucoup d'impatience et vraiment les bras ouverts, et où ils peuvent recommencer une nouvelle carrière. Donc, on est dans un contexte économique différent, il y a un espoir, et il faut le dire. Il faut arrêter d'être absolument négatif et de ne parler de ce qui s'est passé il y a 2 ans. Alors, que ces personnes réagissent et disent « moi, je suis comme Saint-Thomas et je ne crois que ce que je vois », moi, je le comprends très bien. 2 ans de chômage. Parfaitement. Je le comprends parfaitement et je sais ce que c'est aussi d'être au chômage. Donc, effectivement, je ne blâme, mais alors surtout pas la réaction négatif, des... Non. En revanche, je pense qu'il y a un discours politique. Il faut changer un petit peu et être en permanence à mettre la tête des gens sous l'eau en leur disant « vous avez 50 ans, vous avez été licencié et vous êtes fichu ». Eh bien, aujourd'hui, c'est un discours qui est irresponsable. Mais c'est pas bien, madame. Moi, je dis aux gens, écoutez, voilà ce que je vous dis. Si vous voulez donner de l'espoir aux gens, arrêtez de leur dire que le seul enjeu chaque année, c'est de savoir combien de crans dans la ceinture on va devoir se serrer. Par exemple, sur Whirlpool, il y a un projet actuellement qui est en discussion sur le fait de faire des lave-linges qui ne sont pas soumis à l'obsolescence programmée, qui vont dans le sens de la transition écologique. Et par exemple, vous voyez, avec la transition écologique, il y aurait justement des formidables manières de mobiliser toute la société. C'est un des projets. Allez-y, allons-y, c'est vrai, mais c'est vous qui êtes au pouvoir. C'est un des projets. Je crois que là, on touche à une contradiction, c'est-à-dire qu'on est dans une phase de plus en plus libérale sur le plan politique et sur le plan économique, et en même temps, on attend beaucoup de l'État. Sauf que l'État, depuis 20 ou 30 ans, c'est progressivement privé de tous ses moyens d'action sur l'industrie. Il n'y a plus de politique industrielle en France. Alors on va écouter le chef de l'État, puisqu'en fin de journée aujourd'hui, il a accordé une interview exceptionnelle à Ruth El-Kriaf. Ils ont parlé ensemble de la crise des Gilets jaunes. Ruth lui a demandé, avez-vous commis des erreurs? La réponse. Peut-être que j'ai fait des erreurs. Sans doute, j'espère, j'ai fait des bons choix. La plus grosse, ce serait quoi? Celle qui a déclenché, ça a été la taxe carbone, de ne pas voir qu'il fallait une transition et qu'il fallait aider les classes moyennes et les classes populaires. Je pense qu'on a... C'est ma faute d'ailleurs, c'est moi. Vous avez manqué de capteurs, vous avez manqué d'antennes, vous avez manqué... Mais c'est tous les gens qui... Attendez, c'est marrant cette affaire. Il y a plein de gens qui ont des capteurs après coup. Vous savez, comme je dis souvent, il y a plein de gens qui gagneraient au tiercé une fois le résultat des courses données. Donc moi, je prends tous les conseils. Là, je vois ces derniers temps, là, comme on fait les 1 an, il y a plein de gens qui disent, moi je l'avais dit, etc. Pardon? Alors... au moment donné, qui le disait? Personne. Interview à retrouver en intégralité aux alentours de 23h25. Amélie, c'est un mea culpa là, sur la taxe carbone? Oui, c'est un demi-mea culpa parce que il consent qu'il a fait une erreur, mais il ne le consent pas de façon très franche. Et surtout, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit qu'il regrette de ne pas avoir vu. Et c'est quelque chose qui est très lié à la personnalité d'Emmanuel Macron. Il a quand même toujours il donne cette impression peut-être d'une cécité élitiste et qu'il n'était peut-être pas connecté jusqu'à présent à son terrain et que donc tous les conseils qui viennent aujourd'hui pourront alimenter
sa vision politique pour essayer de voir les choses. Alors justement, on a fait un sondage ELAB pour BFM TV. Quand on demande aux Français, Thierry Vedel, depuis la mobilisation des Gilets jaunes, avez-vous le sentiment qu'Emmanuel Macron et le gouvernement sont plus attentifs aux communes rurales? Non, répondent 72% des Français. Mènent une politique pour réduire les fractures territoriales? Non, répondent 70%. Ça n'imprime pas? Oui, et alors justement, s'agissant des capteurs, il y en avait des capteurs. Ils étaient là, c'est notamment tous les élus locaux, je crois, qui ont fait remonter énormément de choses, puisque maintenant, dans l'analyse du mouvement des Gilets jaunes, on voit qu'il y avait déjà eu des signaux d'alarme avec la limitation à 80 km/h, qui était un petit peu la même logique, si vous voulez, et la même expression de ressentiment et de difficulté, notamment en province. Et donc, ces capteurs-là, ils ont bien fonctionné, parce que je sais que beaucoup d'élus locaux, vous en faisiez d'élus faisaient remonter l'information. Et là, il y a eu véritablement un refus d'entendre, peut-être, au nom de la rationalité, parce qu'il y avait une rationalité dans la limitation à 80 à l'heure, comme il y a une rationalité dans les taxes qu'on fait, mais sauf qu'elle n'est pas entendable. Allez, on poursuit ce débat dans notre édition de 23h. On reviendra aussi sur la journée du 5 décembre, journée de colère sociale qui se profile. Et puis, est-ce qu'elle vous inquiète, cette journée du 5 décembre, Dominique David? Évidemment qu'elle m'inquiète, et ce qui m'inquiète le plus, c'est que comme le week-end dernier, comme samedi dernier, il s'y produisent encore des violences qui émaillent aujourd'hui toutes les manifestations, que ce soit les manifestations des Gilets jaunes ou n'importe quelle manifestation où les Black Blocs arrivent. Alors ça, c'est un peu l'élément de langage qu'on retrouve ces derniers jours, Amélie, dans la bouche de tous les ministres et de tous les députés, la crainte des violences. C'est une préoccupation quand même d'avoir des violences dans la rue tous les samedis. Moi, j'habite à Bordeaux, on a vécu des semaines et des semaines de violences. Et effectivement, dès qu'il y a une manifestation, on appréhende. C'est le travail du ministre de l'Intérieur, ça. Non, c'est la responsabilité de chacun. Amélie, allez-y. Ce qui est certain, c'est que pour le coup, vous n'avez pas tout à fait répondu à la question. Parce que, en fait, les ministres, là, depuis 2 jours, et surtout aujourd'hui, dévient en fait sur la mobilisation, cette forte mobilisation, en accent disant. En tout cas, il ne faut pas qu'il y ait de violence parce que les gens qui, eux, ne vont pas manifester n'ont pas envie d'avoir leur rue saccagée. Donc c'est vraiment, en termes d'éléments de langage, c'est intéressant comment est-ce qu'on décale le propos. Thierry Vedel. Oui. Si on peut rappeler ce que sont des éléments de langage, peut-être, ce sont des messages qui sont préparés à l'avance et qui sont destinés, par la répétition, souvent, à imposer une interprétation d'un événement. Donc évidemment, là, l'interprétation qu'on veut donner, c'est qu'une manifestation peut conduire à la violence. Ce qui est le cas, en effet, mais c'est une interprétation. Il y a aussi un autre message qui pourrait être apporté sur cette manifestation. Manuel Bompard, vous serez le 5 décembre dans la rue. On va écouter Emmanuel Macron. Je vous fais réagir tout de suite derrière. On écoute le chef de l'État. Il y a malheureusement certaines forces politiques, certaines associations qui jouent le désordre et veulent la coagulation. Moi, je pense que ça ne sert pas les causes. Quand on confond tous les sujets, on n'en défend plus un bien. Est-ce que vous jouez le désordre en participant à cette journée? Bien sûr que non, mais il y a deux techniques très connues et assez bateaux en fait qu'on utilise avant une journée d'action comme ça pour essayer de la décrédibiliser. La première, c'est que on essaye de diviser les gens. Donc c'est ce qu'a fait le président de la République dans le premier extrait, c'est-à-dire en disant je m'adresse aux cheminots, mais il faut qu'ils révisent ses fiches. Il n'y a pas que les cheminots qui sont dans la rue. Il y a les agents de la fonction. C'est ce qu'on a vu dans le publique, sujet. la santé, ce que vous avez corrigé ensuite, avec son idée de dire, vous voyez, ceux qui se vont dans la rue, en fait, ils se battent pour défendre leurs propres intérêts, alors que pas du tout, ils se mobilisent pour l'intérêt général. D'ailleurs, il y a plus de la majorité des Françaises et des Français qui aujourd'hui soutiennent la mobilisation qui va se déclencher. Et la deuxième technique, c'est de faire peur avant la mobilisation en disant, attention, il va y avoir des violences, etc. Moi, je crois que les gens sont suffisamment intelligents dans ce pays pour comprendre que les gens qui se sont donné rendez-vous le 5 décembre, ils veulent pas le faire pour casser. Personne n'a envie de casser. Les gens, ils veulent pouvoir se manifester pacifiquement, faire la grève, puisque c'est garanti par la Constitution. Pourquoi ? Parce que le gouvernement ne les écoute pas, ne les entend pas, et que pour se faire entendre, il faut augmenter le niveau de rapport de force avec le pouvoir. Donc moi, je dis aux gens qui nous écoutent, non, ça ne sera pas une manifestation uniquement d'une certaine catégorie de la population, elle s'adresse à tout le monde, et non, il n'y aura pas de danger, et ça va bien se passer. Donc mobilisez-vous, venez, parce que c'est comme ça que le gouvernement sera obligé de vous écouter. Parce je rebondis sur vos propos, Manuel Bompard. Effectivement, Emmanuel Macron dit le 5 décembre mobilise avant tout les salariés bénéficiant de régimes spéciaux d'une autre époque. Est-ce que c'est pas un peu réducteur ? Mais non, c'est pas réducteur. Regardez les secteurs qui ont appelé à la grève aujourd'hui. Il y aura aussi des étudiants, il y aura aussi des gilets jaunes, c'est d'autres colères. On verra. Aujourd'hui, ceux qui ont appelé à la grève et ceux qui ont appelé à la manifestation, ce sont des syndicats de salariés de certains secteurs d'activité qui ont
des régimes spéciaux, il faut le dire. Fonction publique, et moi, enseignants. je ne vois pas dans ces manifestations, les femmes qui aujourd'hui ont des carrières très difficiles et se retrouvent sans retraite. Je ne vois pas, alors j'ai vu qu'ils avaient appelé à un mouvement le 27 novembre, mais je ne vois pas les agriculteurs qui ont aujourd'hui des retraites de 400 ou 500 ou 750 euros et qui travaillent à mon avis bien autant que les cheminots. Donc je crois que... Mais bon, tant mieux, enfin, ils ont raison de manifester. Ce que je veux dire, à un moment, ils sont inquiets pour leur régime spécial. Pas, ne les caricaturez pas. Mais je les caricature pas. Je vous dis que je comprends. Ils ont été embauchés dans certaines conditions. On remet en cause aujourd'hui leur régime spécial de retraite. Madame, et ils s'inquiètent, ce qui me paraît assez normal. Madame, c'est quoi le régime spécial de la fonction publique? C'est quoi le régime spécial des enseignants? C'est quoi le régime spécial des infirmiers? Tous ces gens-là appellent à manifester le 5 décembre. C'est quoi leur régime spécial? Ce que nous leur disons, c'est que ce qui est engagé là est une concertation. Il n'y a pas aujourd'hui, il y a un certain nombre de principes qui définissent aujourd'hui cette réforme. Donc ces principes, c'est l'universalité, c'est tout le monde dans les mêmes conditions, 1 euro cotisé donne 1 euro de retraite. C'est l'idée que ça sera en œuvre pour les salariés qui sont nés après 63. Moi, je passe juste au rat. Vous avez de la chance. Non, je ne sais pas, pas sûr, parce que moi, j'ai eu... C'est bien, vous reconnaissez vous-même que la réforme va dégrader le système. Non, mais moi, je fais partie de ces futurs retraités qui, quand je reçois mon relevé, j'ai 7 caisses de retraite. Alors attendez, parce que là, vous êtes en train de faire de la pédagogie. Est-ce que ça peut être suffisant pour déminer? Parce qu'on se rend compte que même du côté du chef de l'État, aujourd'hui, il a fait de la pédagogie sur sa réforme. Ah, clairement, parce qu'il manquait de pédagogie. Enfin, en tout cas, lui, il estimait que ça manquait de pédagogie. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on dit, quand il va déminer, le démineur en chef, il y a une technique très intéressante dans la publicité, qui s'appelle la répétition. Donc vous martelez un message pour que ça rentre dans la tête des gens. C'est pour ça que la France Insoumise, c'est très bien le faire, mélange tous les sujets. C'est pour ça que toujours les mêmes éléments de langage. C'est pour ça que des grandes marques de lessive ou des gens avec des pare-brises qui sont cassés, enfin, bref, ça vous rentre dans la tête et vous y pensez toute la journée. Voilà. Et là, c'est exactement ce qu'il est en train de faire, Emmanuel Macron. Il demande bien évidemment aux élus de La République En Marche, à ses ministres, d'avoir certains messages qui sont très forts pour que derrière, les citoyens puissent se dire « Ah oui, j'ai compris ça de la réforme parce qu'il y avait 3 messages et c'est les 3 messages que j'ai retenus. » Thierry Vedel. Justement, pour poursuivre, il y a un argument fort, massif et puissant qui pourrait bien fonctionner dans l'opinion, c'est celui de l'universalité ou on peut dire de l'égalité, c'est-à-dire que tout le monde est soumis à peu près aux mêmes conditions, qu'il n'y a pas des régimes spéciaux compliqués, donc le système serait à la fois plus simple et plus égalitaire. Donc l'argument, il est séduisant, sauf qu'il souffre quand même de 2 limites, et là la pédagogie, elle n'est pas tout à fait complète. D'abord l'histoire du mouvement social, pourquoi il y a des régimes spéciaux, pourquoi les fonctionnaires ont une bien meilleure retraite que les gens du privé. Parce que dans une période de la France, durant les années de croissance, il fallait recruter beaucoup de fonctionnaires et qu'à l'époque, les fonctionnaires paraissaient moins nantis que les salariés du secteur privé. Et puis l'autre chose aussi qui est un petit peu la faiblesse du raisonnement, c'est pourquoi vouloir aligner d'une certaine façon, alors c'est pas tout à fait le cas, je le conçois, mais par le bas, plutôt que... Ah non, jamais ça n'a été dit. Est-ce qu'il reste de la place au compromis, Madame David? Parce que le Premier ministre reçoit les partenaires sociaux encore en début de semaine prochaine. Est-ce qu'il y a encore de la place au compromis d'ici le 5 décembre? C'est exactement ce qui est recherché. Aujourd'hui, ce qui est recherché, c'est le compromis pour pouvoir accompagner ces régimes spéciaux qui vont être... Le principe, c'est qu'on va les supprimer. Ça, c'est une certitude. Mais comment on organise la transition, c'est le travail que fait le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye en concertation depuis des mois avec l'ensemble des syndicats. Ce sont les réunions qu'il organise et qu'organisent les députés. Il y a des centaines de réunions qui sont organisées partout en France pour justement concerter, expliquer, faire de la pédagogie, expliquer ce qu'on veut faire. Et d'ailleurs, je signale, parce qu'on en a peu parlé, mais que hier soir à Limoges, une de mes collègues qui est députée de Limoges et qui organisait une réunion, cette réunion n'a pas pu se tenir parce que les syndicats ont empêché et les gens qui devaient y assister et les gens qui devaient l'animer de rentrer dans la salle. Alors ce que vous dites, c'est que certains syndicats ne jouent pas le jeu. Ça me pose un problème. Manuel Bompard. C'est-à-dire que le gouvernement nous dit qu'il fait de la concertation depuis plusieurs mois maintenant, mais vous avez même hier
un syndicat qui, franchement, traditionnellement, est un syndicat avec sans doute le dernier avec lequel vous pouvez dialoguer, qui est la CFDT, qui lui-même dit, Mais ils ont vu le secrétaire d'État, la discussion est impossible. Donc nous-mêmes, on pose un préavis de grève pour le 5 décembre. Donc vous voyez bien que votre concertation... En réalité, si vous voulez, les syndicats disent ça, mais ils discutent en parallèle. Et le secrétaire d'État, Jean-Baptiste Djebari, a dit que les discussions se poursuivaient avec J'ai compris ce qu'il avait dit, mais je ne le crois pas. Mais par contre, je vais vous dire quelque chose. Non, je ne le crois pas, bien sûr que je ne le crois pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne croient plus à Emmanuel Macron et ses ministres dans ce pays. Je ne suis pas le seul. Vous accusez les gens de mentir. Oui, par exemple, je vous donne un exemple. Monsieur Emmanuel Macron dit tout à l'heure, moi je garantis qu'il n'y aura pas que les pensions de retraite ne vont pas baisser avec le système par points. Bon, d'abord, on sait ce que vaut une promesse du président de la République, mais surtout, il y a un pays en Europe, madame, qui a mis en place un système de retraite par points, c'est la Suède. Et regardez, en Suède, les pensions de retraite pour les hommes ont à peu près baissé de 70%. Des informations, et ce sont les éléments de langage de la CGT. Pension de retraite baissée, 90. Non, c'est une étude de 2017, madame, que vous pourrez... Mais madame, c'est une étude de 2017 qui a été faite sur le système de retraite suédois qui montre que les pensions vont baisser. Et elles vont baisser encore plus pour les femmes. Est bas. Donc le montant des prélèvements est bas. Non, parce que le système de retraite par points fait que vous n'avez aucune garantie sur la valeur du point. Il y a un système de retraite par points qui existe en France, qui fonctionne très bien, qui est paritaire, où le point est décidé de façon paritaire. C'est le système ARCO des cadres. Et je ne comprends pas pourquoi ce qui marche pour les cadres et qui est valable pour les cadres ne pourrait pas être étendu donc à pour vous, il l'ensemble de marche la très bien. population. Vous devriez regarder parce que les femmes, par exemple, sont beaucoup plus pénalisées dans le système de retraite complémentaire parce que, en l'occurrence, elles ont des carrières interrompues et il n'y a pas de mécanisme de solidarité. Amélie Le Breton, s'il vous plaît, on va faire tourner la parole. Pardon. Ce qui va être intéressant de voir justement le 5 décembre, c'est qu'aujourd'hui, on est sur du fantasme. C'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen de savoir ce que va donner cette manifestation, ni d'un côté ni de l'autre. C'est pour ça qu'on a deux postures qui vont s'affronter. On va avoir d'un côté, c'est normal, les syndicats qui vont essayer de montrer qu'il y a une mobilisation qui est massive et qui donc il y a des corporations diverses et variées qui vont faire bloc. Et de l'autre côté, en disant le chef de l'État que ce sont uniquement les salariés des entreprises qui sont liés aux régimes spéciaux, il veut dire quoi ? Qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Donc c'est un peu comme le haka. On est en train tous de se regarder dans le blanc des yeux. On va se dire comment on va décider de qui a gagné. Le 5 décembre, en fonction de la mobilisation, on saura si ce sont les syndicats ou c'est plutôt le gouvernement qui est en... Amélie, le président de la République a bousculé son agenda. Le mois de décembre devait être très international. Finalement, il sera beaucoup plus en France. C'est plutôt une bonne stratégie de rester là pendant cette période? Oui, c'est une bonne stratégie de sa part. Et puis, je reviens à ce qu'il avait fait sur les ex-salariés de Whirlpool. Il a cette force de conviction quand il est au contact. Emmanuel Macron, je pense que s'il pouvait, il nous rencontrerait tous, les Français, pour nous convaincre de sa politique, parce qu'il est très bon là-dedans. Et d'aller sur le terrain, sur ce mois de décembre, alors qu'on a une mobilisation sociale qui sera forte, c'est évidemment le pari qu'il fallait faire. Thierry Vedel, si ça continue au-delà du 5 décembre, si on est sur plusieurs jours de blocage ou plusieurs semaines, quelles peuvent être les réponses de l'exécutif ? C'est très difficile de dire ce qui va être fait. D'abord, il faudra voir quelle est la mobilisation. Ce qui frappe en effet, c'est qu'il n'y a pas seulement des fonctionnaires ou des régimes sociaux, mais qu'il y a une coalition de différentes corporations qui se réunissent. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une convergence totale d'intérêts, de convergence d'objectifs, mais voilà. Et ce qui me paraît important aussi de dire, c'est que Macron est constamment aussi habité, en dehors du désir de faire des réformes, par quand même la perspective des prochaines élections municipales d'abord, et voilà. Et on le voit bien. Et donc, il a un électorat qui est privilégié, et là, il y a une difficulté. Son électorat est plutôt âgé et très sensible à tout ce qui va être fait en matière de retraite. Et on sait aussi que derrière tout ça, il y aura la fameuse bataille de l'opinion. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Week-end Direct. Vous restez avec nous dans une poignée de minutes. C'est cette interview exceptionnelle d'Emmanuel Macron ce soir au micro de Routel Krief, le chef de l'État qui appelle chacun à la raison à l'approche du 5 décembre.